Les titres de cette édition, gestion des crises et de la médiation, les parlementaires togolais sont en atelier de formation de 4 jours depuis ce jeudi. L'initiative vient du programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD entend œuvrer pour le renforcement du rôle des parlementaires dans la prévention des crises en Afrique de l'Ouest. Un sommet africain pour tenter d'endiguer l'épidémie de la fièvre Ebola. 11 pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent à Accra au Ghana. Le virus a fait plus de 500 morts dans la région depuis le début d'année. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur LCF. Voici le journal. Technique de gestion de conflits et infrastructure de la paix. Puis, genre et prévention de conflits, ce sont ces deux thèmes qui réunissent les parlementaires togolais à Lomé depuis ce jeudi. Cette formation initiée par le PNUD et assurée par le WANEP a pour objectif de mettre à la disposition de ces parlementaires les armes nécessaires pour la gestion des crises. Derkassa dans les corps, Herman Congo. Pendant 4 jours, les parlementaires togolais seront entretenus sur la double thématique technique de gestion de conflits et infrastructure de la paix et genre et prévention des conflits. Un atelier qui résulte de la longue coopération entre le programme des Nations Unies pour le développement et l'institution parlementaire et qui permettra de consolider les acquis en matière de gestion des crises, devant permettre à l'Assemblée nationale togolaise de se positionner à long terme en tant qu'acteur privilégié dans la prévention des conflits, la médiation et la négociation. La prévention des conflits, c'est une œuvre noble, mais elle est efficace quand les acteurs qui s'impliquent détiennent un certain nombre de connaissances sur les origines des conflits, les causes des conflits, et un certain nombre de techniques aussi sur comment on peut assurer une médiation efficace, une négociation efficace, une analyse efficace aussi des conflits. Donc nous sommes là pour vraiment soutenir cet effort du Parlement. La junte féminine sera au cœur des débats car la femme a toujours joué un rôle prépondérant dans la gestion des crises et de la médiation. Vous savez, il y a une résolution qui est la résolution 1325 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adoptée. Cette résolution engage l'ensemble des États, des institutions à valoriser le rôle de la femme dans toutes les actions de règlement des conflits, de prévention et de médiation. Nous voulons aujourd'hui donc reconnaître ce rôle qui est en général et traditionnellement joué par les femmes, mais aussi leur donner les outils, les techniques, les connaissances, les instruments d'analyse qui leur permettent d'être non seulement reconnues, mais également efficaces dans l'action qu'elles mènent sur le terrain. Le volet médiation sera abordé au cours de cet atelier car elle demeure un outil indispensable dans la prévention et la résolution des conflits. Elle aide par voie de conséquence à désamorcer les tensions et à résoudre en amont les divers problèmes susceptibles de les provoquer ou de les aggraver. Cette session de renforcement des capacités des parlementaires est assurée par WANEP Togo. D'une rencontre à une autre, celle-ci reste plutôt un podium de restitution de la formation reçue au centre Kofi Annan pour le maintien de la paix et la prévention des conflits, les nouvelles alternatives pour le développement durable en Afrique. Une organisation de la société civile entend partager ses expériences avec la masse critique d'acteurs impliqués dans les processus électoraux. Norbert Dansou, Kossi Diokotoé. Au menu de cet atelier de formation organisé par l'ENADAF, nouvelle alternative pour le développement durable en Afrique, la mission d'observation électorale. Une notion essentielle qui a fait l'objet d'une formation au centre Kofi Annan pour le maintien de la paix et la prévention des conflits et qu'il convient aujourd'hui au NADAF de partager avec les acteurs impliqués dans le processus électoral au Togo. La CEDEAO avec le centre Kofi Annan ont constaté que les élections dans nos pays aujourd'hui sont source de conflits que de paix. Et l'un des acteurs importants dans ce processus-là, pour pouvoir accréditer ces élections, pour pouvoir valider ces élections, l'observateur électoral. Donc, sur le terrain, le constat est fait que ceux qui s'y travaillent comme observateurs n'ont pas toutes les connaissances, toute la maîtrise du rôle et la mission d'un observateur, d'où la nécessité d'organiser cette formation chaque année. Au-delà de la nécessité de restituer cette formation aux acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment la société civile et les médias, il est surtout question d'inverser cette lourde tendance qui voudrait que les élections en Afrique et plus particulièrement au Togo riment avec tension et conflit.
Les états généraux de la presse togolaise, nous vous en informions, c'est de lundi à mercredi. Les 200 délégués et personnalités ont quitté Palibé mercredi avec des recommandations susceptibles d'aider la presse togolaise à gagner le pari de la professionnalisation. Retour sur la cérémonie de clôture avec Rajoul Mouramadou et Haïté Ekwe. Porté à bout de bras par le trio Autorité de régulation, ministère de la communication et organisation professionnelle des médias, les états généraux de la presse togolaise dans le jargon médical correspondent à une thérapie de groupe entre journalistes. Au-delà de la volonté politique et des discours, c'est d'abord une grosse cuisine interne au cours de laquelle les près de 250 journalistes et experts du secteur ont confronté leurs idées pour transformer le réel de la corporation et baliser la voie vers sa professionnalisation dans les meilleurs délais. Le nouveau visage de la presse togolaise a ainsi pris forme à travers des panels thématiques et les travaux des 9 commissions ad hoc constituées. Dans chacune d'elles, des diagnostics spécifiques ont été posés et des recommandations ont été formulées. Nous sommes venus ici après avoir élaboré une plateforme commune avec Atopel et je pense que la plupart de ces propositions ont été retenues, ou en tout cas dans les commissions dans lesquelles nos représentants ont travaillé. La concession ou bien la délivrance par la HAC, par exemple, de cartes de presse aux journalistes de la presse en ligne, ce qui aujourd'hui n'est pas fait, parce que le cadre légal n'existe pas. Moi, je nous exhorte à penser à 2 choses. Le statut particulier des journalistes et techniciens de la communication et la convention collective. De l'agglutination de ces chapelets de propositions, le Présidium en a ficelé un rapport général. Sous le thème « Le pari de la professionnalisation ». Je peux dire que je suis satisfait, tout simplement parce que les états généraux finalement ont eu lieu. Et bien, il faut maintenant analyser, vérifier maintenant le produit. Le linge sale de la presse togolaise lavé en famille, une feuille de route délimitant les contours de recommandations et actions urgentes à mener ont été remises sur la table de la ministre de la Communication. Une feuille de route qui recommande des mesures chocs comme la création d'un centre de perfectionnement des journalistes, la mise en place de programmes de bourse inclusifs, la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale de tout le personnel de tous les organes de presse, l'établissement d'un régime d'assurance spécifique pour journalistes, l'alignement des salaires des journalistes sur la grille de la convention collective sectorielle, la réduction du coût d'établissement de la carte de presse à 5 000 francs, l'institutionnalisation et le renforcement de l'Observatoire togolais des médias dans sa mission d'autorégulation. Et pour la mise en œuvre et le suivi, la ministre de la Communication fait à son tour une proposition forte. À partir de cet instant, chers acteurs des médias, je vous propose un pacte de confiance réciproque. Dès les prochains jours, je vous convierai à une rencontre pour faire le point sur ce que nous venons de vivre ensemble. Ensuite, j'aimerais vous proposer d'établir avec le ministère de la Communication un partenariat stratégique à travers la mise en place d'un cadre de rencontres régulières afin qu'ensemble, nous puissions évoluer étape par étape avec pragmatisme dans la mise en œuvre des recommandations des états généraux de la presse, et ce, à côté du travail que le comité de suivi doit nécessairement faire. La ministre Kouméalo Anaté a rassuré son auditoire sur le fait que les médias occupaient une place de choix dans la politique du gouvernement en tant qu'outil de gouvernance et de développement. À la veille d'une échéance électorale majeure, les recommandations de ces états généraux ne risquent pas de finir dans les placards du gouvernement, au risque pour ce dernier de s'attirer les foudres de la presse togolaise, réputée très acerbe. Les échos du 3e quai à présent sur le chantier. Il est annoncé depuis mai dernier l'arrivée de nouveaux portiques devant servir à accroître les capacités de ce quai en vue de le rendre plus moderne. De mai à juillet, les choses ont assez bougé. Constat qu'est allé faire ce jeudi le ministre des Travaux publics et des Transports, Nissa Onyofam. Compte rendu, Gloria Nani, Ayovi Dossé. À terme, ce 3e quai de Lomé pourra octroyer plus de 2000 emplois aux jeunes et accueillir les navires de dernière génération, donc un port de référence dans toute la sous-région, raison pour laquelle le ministre Nissa Onyofam et son équipe ont tenu une fois encore à s'assurer de la bonne évolution des travaux et constater de visu l'arrivée de nouvelles portiques. Au début du mois de mai, il a été annoncé l'arrivée, je crois que c'était précisément le 2 mai, les portiques
qui constituent l'essentiel des équipements qui vont être installés pour permettre au quai de rentrer en exploitation. Donc les portiques sont arrivés. Je suis venu aujourd'hui pour m'assurer que ce travail se déroule normalement et ça nous permet en même temps d'entrevoir à peu près la fin des travaux. Ces nouvelles machines ont été réceptionnées en pièces détachées, ceci dans le but de permettre un transfert de compétences lors de son montage, occasion de renforcer les capacités des techniciens et des jeunes. L'avènement de ce projet est une occasion pour la jeunesse d'avoir de l'emploi. Il y a un avantage certain. Vous avez vu comment le montage de l'équipement de ces portiques est en train d'être fait. C'est une nouveauté dans notre pays. Et donc les jeunes qui ont appris ce métier, c'est ici même qu'ils vont le parfaire. L'autre chose, c'est que très bientôt, avec à côté la construction du terminal à conteneurs privé pour le transbordement, notre port va devenir en quelque sorte un port d'éclatement dans la sous-région avec tout ce développement qu'il connaît. Une fois ces nouveaux portiques positionnés, l'on procédera à une période d'essai. Et si le chronogramme est respecté, d'ici la fin de l'année, le nouveau quai de Lomé sera opérationnel. Deux questions pour poursuivre cette édition. À qui appartiennent les crânes humains découverts dans le cimetière de Baie ou qui a profané quelle tombe? Question, sujet d'investigation de la police judiciaire. L'enquête a conduit à l'interpellation de deux suspects qui clament toujours leur innocence, tout en pointant du doigt un charlatan qui serait en cavale. Le récit des faits avec Mathieu Gaï et Ayaoui Dossé. Mais attention aux images. Le voici. Il s'appelle Kenvi Bofoli Douillon. Togolais de nationalité, âgé de 77 ans, expert à l'ASECNA admis à la retraite. Cerveau de cette affaire qui n'a pas pu échapper à la police. Selon les informations, Kenvi Bo déclare avoir reçu ces 3 crânes à l'occasion d'une cérémonie occulte qu'il a demandé à un charlatan en vue de prospérer dans la vie avec l'aide du sieur Alote Kofi, lui aussi togolais âgé de 36 ans, conducteur de Tassimoto. J'ai eu il y a à peu près 2 ans un intermédiaire qui devait m'introduire chez un charlatan qu'il connaissait être un bon travailleur dans le domaine traditionnel et qu'il allait bien faire. J'ai été introduit auprès de ce dernier. On a fait le tarif en me disant que quand il va me faire ce qu'il va me faire, je réussirai ma vie. Étant entendu qu'à l'époque, je venais de prendre ma retraite depuis plus d'une quinzaine d'années et que je m'ennuyais à la maison. Que tout ce que j'allais entreprendre allait être une réussite. C'est le bonhomme qui devrait me faire le service, qui les avait trouvés je ne sais où. Et ce n'est qu'aujourd'hui que moi je m'aperçois qu'il y avait des têtes ayant fait partie de mes cérémonies. Ce dont j'ignorais à plus de 100%. Parce que ce jour-là, monsieur le charlatan nous avait bandé les yeux pendant qu'il allait faire les cérémonies. Les yeux ouverts, je m'aperçois que dans le canari, il n'y avait que de la farine de maïs remplie jusqu'à bord et qu'on ne pouvait rien voir de visible comme c'est le cas maintenant. Pour Kondi Agba, officier de la police, commandant de la brigade de recherche et d'investigation de la direction générale de la police nationale. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver les autres membres du réseau. Nous saisissons cette occasion pour inviter une fois encore la population à plus de vigilance et à œuvrer aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité par l'apport en renseignement afin de démasquer les réseaux criminels de malfaiteurs dans leur dernier retranchement. Cette saisie démontre une fois encore l'efficacité et la rapidité d'intervention de nos forces de sécurité.
La fièvre Ebola, casse-tête de l'heure pour l'Organisation mondiale de la santé, puisque depuis le début d'année, le virus a déjà fait 500 morts dans la sous-région. 11 pays sont donc conviés à une réunion d'urgence à Accra, au Ghana. Le but, trouver les mesures appropriées pour endiguer ce fléau. Carole Viagbo, Dorcas Azaleko. 460 morts sur 759 cas recensés dans seulement 3 pays, à savoir la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone. C'est le nombre de cas de victimes de la fièvre hémorragique Ebola recensé par l'Organisation mondiale de la santé qui a réuni 11 pays à Accra au Ghana afin de prendre des mesures drastiques pour empêcher la propagation de ce virus en Afrique. Les participants appellent à la sensibilisation et à plus de communication à travers les médias. Il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut parler, il faut aller dans les médias, à la télévision surtout, mais aussi dans les radios, y compris les radios communautaires. Et il faut que les autorités nationales de l'ensemble de ces pays fassent encore plus que ce qu'elles n'ont fait jusqu'ici. C'est-à-dire, comme cette réunion d'aujourd'hui, elle est salutaire, mais je pense qu'au niveau national aussi, il faut que chaque État, que ses autorités prennent encore plus de mesures que par le passé pour espérer vaincre Ebola dans les meilleurs délais. Chacun des 11 pays d'Afrique de l'Ouest qui participent à la réunion d'Accra pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, dès le début que la menace de propagation était très sérieuse, sans pour autant restreindre les mouvements transfrontaliers ni des mesures particulières dans les aéroports. La crise soudanaise affecte sérieusement les populations civiles, phase qu'on pouvait lire dans un rapport publié par Médecins sans frontières mardi dernier. D'après ce rapport, ces violences sont perpétrées contre les civils, même dans le lieu de culte et les hôpitaux. Gloria Anani. Le conflit armé éclaté au Soudan du Sud en décembre dernier a déjà fait plus d'une 60aine de morts. Une chose plus déplorable, les violences n'épargnent pas les lieux de culte et les structures de santé des villes et villages, selon un rapport publié par Médecins sans frontières le mardi dernier. À ce jour, la violence sévit au Sud-Soudan contre les malades, les blessés ainsi que les populations réfugiées. C'est une violation de la loi internationale de la dignité humaine. Brûler une structure de santé, brûler une ambulance ou tuer un agent médical signifie priver des milliers de personnes de soins médicaux à un moment où les besoins médicaux restent très urgents. Depuis le début des hostilités en mi-décembre au Soudan du Sud, plus d'1 million de personnes étaient obligées de se déplacer à l'intérieur du pays ou de se réfugier dans les pays voisins. Il y a environ 800 000 déplacés internes et quelques 250 000 Sud-Soudanais réfugiés en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda. Les populations sont alors confrontées à d'énormes besoins humanitaires dans les camps de réfugiés et les pluies torrentielles enregistrées en mi-juin ne favorisent pas un accès facile pour des opérations de secours. Nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais si nous rentrons, nous risquons d'être chassés par les combats. Nous ne savons pas ce que sont devenues nos maisons parce que la majeure partie était incendiée. Nous venons de Balayet, où je vivais avec mon mari. Mais quand la guerre a commencé à Malakal, je l'ai perdu de vue. D'habitude, ils arrivent par groupe de 15 personnes au moins armées de fusils. Ils vous prennent tout, téléphone, argent, et si vous refusez, ils vous tirent dessus. Ils nous ont tous battus quand ils sont rentrés dans cet hôpital. Ils ont même tué certains. Ils ont aussi enlevé des filles et des femmes et personne ne sait où ils les ont emmenés. Ces attaques perpétrées par les forces rivales fidèles au président Salva Kiir et à l'ancien vice-président Riek Machar ont accentué la situation médicale déjà alarmante dans le pays. Plus de 315 cas de choléra ont été enregistrés au Soudan du Sud depuis le 15 mai dernier. En page internationale également, nous allons évoquer la coopération Sud-Sud avec un accord signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cet accord, basé essentiellement sur l'agriculture, entrevoit la recherche agronomique et la réhabilitation des pistes rurales. Norbert Dansou, Carole Viagbo. La Côte d'Ivoire donne un coup d'accélérateur aux relations de coopération avec le Maroc par la pose d'un jalon d'accords bilatéraux sur la Convention de coopération agricole. Un projet qui doit nécessiter plus de change dans les investissements, la formation des intrants, entre autres. Cette relation agricole, nous
manière à susciter plus d'échanges au niveau de l'investissement, mais également d'échanges au niveau de la formation, au niveau des intrants et également au niveau commercial. Je pense que ce sont des grands chantiers qui vont être ouverts par Monsieur le ministre et moi-même et sur lesquels on va travailler. Selon le gouvernement ivoirien, la Côte d'Ivoire et le Maroc, à travers les relations bilatéraux, partagent plusieurs expériences, d'où l'importance de cette visite à son homologue du Maroc. Ces 10 dernières années, le Maroc a fait d'énormes progrès dans tous les domaines, notamment dans le secteur agricole avec le plan Maroc vert. Nous pensons que ce sont deux États qui peuvent avoir une collaboration fructueuse en matière de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. La coopération entre les deux pays touche les domaines de la production, de la formation professionnelle et de l'aménagement hydro-agricole. On termine cette édition avec un fait divers, sujet de justice au Liban. 9 mois, c'est la peine de prison requise contre un homme qui a fait quoi? Battu sa femme. Regardez. Elle a encore le visage d'un enfant. Tamara n'a que 22 ans et il y a 3 semaines, elle a échappé à la mort quand son mari l'a battue, ligotée et tenté de la brûler vive. Un enfer qui ne date pas d'hier. J'ai vécu avec lui 1 an et demi et il m'a frappé chaque semaine. Vous ne pouvez pas imaginer les coups et les humiliations. C'était terrible. Un jour, mes parents ont voulu lui faire une surprise pour son anniversaire et nous devions aller chez eux. Il m'a tiré par les cheveux dans la rue devant tout le monde en me demandant pourquoi je portais une jupe et des chaussures qu'il n'aimait pas. Pour l'avoir battu, le mari de Tamara a été condamné à 9 mois de prison ferme. Il devra aussi lui verser 9 700 € de dommages et intérêts. Du jamais vu au Liban, une condamnation rendue possible par l'adoption en avril d'une loi contre les violences conjugales. Pour l'ONG CAFA, qui veut dire assez en arabe, ce verdict représente un changement important mais insuffisant. Pour nous, toutes les preuves indiquent qu'il y a eu clairement tentative de meurtre. Ce n'est pas seulement une question de coup. Malgré ce verdict, la jeune femme a encore un long combat devant elle, faire face au scandale et divorcer devant un tribunal religieux. Merci à vous qui nous avez suivis à Badougbé et partout ailleurs. Restez fidèles au programme de LCF, la chaîne du futur.